Bonjour à tous, je vous l'avais promis depuis longtemps, le montage a été compliqué mais ça y est, le dernier épisode de Ciné Essentiel est là. Comme promis, j'ai rencontré Chloé Follins, autrice du magnifique livre Les Métamorphoses de Henri-Georges Clouzot, avec qui j'ai discuté du maître, en tentant d'aborder l'homme plus que l'artiste, pour faire un peu le contrepoint de cette année passée à égrener ses films. L'interview est passionnante et je remercie encore une fois Chloé Follins de sa générosité et de sa patience. J'espère que l'épisode vous plaira, je ne veux pas en rajouter trop, je vous donne plutôt rendez-vous en fin d'épisode, notamment pour une annonce importante. Bonjour Chloé Follins, merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions pour cet épisode un peu spécial de Ciné Essentiel. Je vous connais comme étant l'autrice du livre Les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot, qui a été source de renseignements privilégiés pour la préparation de la mini-série Ciné Essentiel. Mais j'imagine que vous ne vous limitez pas à être l'autrice de ce livre. Est-ce que vous acceptez de vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaîtront probablement pas ? Bien sûr, merci pour l'invitation. Tout d'abord, alors je suis chercheuse en histoire du cinéma. Le travail que j'ai mené sur Henri-Georges Clouzot, je l'ai fait dans le cadre de mon mémoire que je menais à l'université Paris Diderot, qui a des liens privilégiés avec la Cinémathèque française du fait qu'elle se trouve juste de l'autre côté de la Seine, ce qui m'a permis au moment où j'ai réfléchi à un sujet sur lequel travailler, d'avoir un accès privilégié aux archives et en particulier à ces archives qui venaient d'être acquises et dans lesquelles peu de personnes encore avaient mis les mains, qui étaient les archives d'Henri-Georges Clouzot. Et depuis donc la publication de mon travail de mémoire qui a donné Les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot, je poursuis mon travail de recherche en études cinématographiques. Je suis présentement donc en thèse de doctorat à l'École des Chartes. Je travaille sur la valorisation du cinéma militant à travers un exemple italien. Donc j'ai tout à fait changé de bord et par ailleurs, je mène différentes actions de valorisation du cinéma en salle. Notamment, j'ai beaucoup milité au sein de l'occupation du cinéma La Clé à Paris, qui a été occupé pendant 2 ans et demi pour défendre des films fragilisés, des films qui n'étaient pas visibles ailleurs, et pour lutter pour la préservation d'une salle qui était historique et qui était menacée de fermeture. Ok. Je savais pas du tout que vous étiez relié à La Clé, c'est encore plus chouette du coup de vous avoir parce que c'est vraiment c'était un beau combat. Votre mémoire, il a été rédigé vraiment exactement comme le bouquin ou alors vous avez repris votre mémoire pour ensuite rédiger le bouquin? Parce que le bouquin, ce qui m'a vraiment surpris quand je l'ai lu, c'est bon, moi j'avais ce que j'appellerais la Bible de Clouzot qui s'appelle Clouzot cinéaste, qui est un bouquin qui est assez complet aussi. Puis j'ai découvert le vôtre dans des conditions qu'on va pas détailler ici parce que sinon on s'en sort pas, mais j'ai découvert à peu près par hasard, et en le lisant, ce qui m'a surpris, c'est que c'était presque comme un roman en fait, c'est-à-dire qu'on lisait sa vie presque comme on lirait un récit de cinéma presque. Oui, alors c'est une écriture qui est très différente de celle que j'ai pratiquée dans mon mémoire de recherche, évidemment, dont la problématique était un peu différente par rapport à celle qui est celle d'une biographie. L'idée que j'avais eue donc, en ayant aperçu la richesse des fonds Clouzot qui venaient d'être acquis par la Cinémathèque à l'époque, c'était de tenter de comprendre la cohérence entre l'auteur que je connaissais pour avoir découvert ses œuvres les plus classiques lors de mes études en classe préparatoire en cinéma, qui était Le Corbeau, qui était Quai des Orfèvres. Voilà, j'avais cette image de Clouzot comme d'un parangon du classicisme cinématographique, le cinéma français sous l'occupation. Et j'avais beaucoup de mal à connecter ce Clouzot que j'avais découvert via une formation académique et le Clouzot que j'avais plus tard pressenti en découvrant les images de l'enfer qui, du fait du film qui venait d'être réalisé par Serge Bromberg, qui s'était intéressé à ces rushs dont Clouzot n'avait jamais réussi à faire un film, avait donné accès au grand public à ces expérimentations formelles qui étaient somme toute assez loin du Clouzot scénariste dont j'avais l'image. Et donc l'idée de mon mémoire, ça avait été précisément de tenter de retrouver la cohérence en considérant que Clouzot en fait avait été expérimentateur et formaliste dès ses débuts. Ouais. Et donc voilà, c'était forcément un mémoire qui s'intéressait
beaucoup à l'image, qui était très tournée vers l'analyse filmique, beaucoup moins vers l'homme que vers l'œuvre. Les archives que j'avais étudiées n'étaient pas non plus les mêmes. Là où pour la biographie, je me suis plongée dans les carnets intimes, dans les correspondances. Pour le travail de mémoire, c'était plutôt les dossiers de production des films et les versions successives des scénarios qui m'intéressaient. Donc ça a été deux approches différentes et donc forcément une écriture aussi qui changeait, puisque l'analyse filmique a une certaine place. J'ai plaisir à parler du détail des films, et quand on parle de quelqu'un d'aussi perfectionniste, rigoureux, méticuleux que Clouzot, ça a du sens aussi que d'entrer dans le détail de certaines séquences. Mais effectivement, je me suis autorisée dans l'écriture de la biographie des tournures de phrases qui sont très loin du canon académique, mais qui racontent beaucoup plus qu'elles n'analysent, beaucoup plus qu'elles ne décrivent la vie et l'œuvre d'Henri-Georges Clouzot. Ouais, je vois. Là, vous avez le mémoire, vous vous intéressez, vous nous racontez la recherche et c'est parfait. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est aussi comment ça se présente à vous, en fait, ce projet de bouquin, quoi, de mettre par écrit, alors par écrit, c'est un mauvais terme, puisque mémoire, par définition, par écrit, mais pour transformer votre mémoire en bouquin. Alors, c'est une chance qui m'a été offerte, puisque donc mon mémoire, je l'avais réalisé dans le cadre des bourses Jean-Baptiste Siégel à la Cinémathèque française, au terme desquelles les élèves boursiers font une restitution, devant le personnel de la Cinémathèque, des travaux qu'ils ont effectués dans les archives. Et il se trouve que la Cinémathèque, qui venait d'acquérir ce fonds, était précisément en train de réfléchir avec l'ayant droit, donc Guylaine Gracieux, qui est gestionnaire du fonds pour le légataire, qui est le Secours catholique, était en train de réfléchir à la meilleure façon de valoriser ces archives. Et donc était déjà dans les tiroirs un projet d'exposition dont Noël Herp était le commissaire. Et Guylaine Gracieux avait l'envie, pour l'année 2017, qui marquait l'anniversaire à la fois de la naissance et de la mort de Clouzot, de grands événements partout sur le territoire qui puissent commémorer cet auteur et faire revivre son œuvre qui, somme toute, était devenue assez confidentielle, presque oubliée. Et donc c'est comme ça que Noël Herp, qui est venu m'entendre lors de cette restitution à la Cinémathèque française, qui l'intéressait aussi pour son compte, puisqu'il préparait au même moment l'exposition consacrée à Clouzot, m'a mise en lien avec Guylaine Gracieux, dont il savait qu'elle cherchait une biographe. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à éditer cet ouvrage. Ça n'était pas prémédité au moment où j'ai commencé à travailler sur Clouzot, et donc ça a été une chance rare qui n'est pas offerte à beaucoup de chercheurs et chercheuses, et dont je lui suis encore reconnaissante. Très bien. Ma volonté avec cette interview, c'est de parler pas vraiment du réalisateur Henri-Georges Clouzot, même si évidemment on peut le faire, hein. Je prendrais toujours plaisir à en parler, sinon j'aurais pas fait une mini-série avec un ami de presque 10 heures sur lui. Mais j'aimerais parler aussi de l'homme qui est derrière l'artiste, puisque vous avez eu l'énorme privilège d'avoir accès à un certain nombre d'archives pour écrire votre bouquin. Qu'est-ce que vous, en tant que chercheuse, au moment où vous vous documentez sur lui, vous avez découvert justement sur l'homme ? Alors là où, précisément dans mon travail de mémoire, je m'étais intéressée à l'artisan Clouzot, où vraiment j'avais pu constater au fil des dossiers de production, des versions successives de scénarios, la méticulosité que cet homme avait au travail. Quand je me suis tournée vers les carnets intimes, vers les correspondances, j'ai découvert la profondeur des angoisses qui l'habitaient et qui certes transparaissent sur l'écran, mais qu'on n'imagine pas quand on observe sa méthode. C'est quelqu'un qui est extrêmement précis dans sa méthode. Et en fait, il y avait aussi cette grande interrogation entre le Clouzot faiseur, artisan de l'école des studios qu'on me décrivait quand j'ai découvert ces films des années 50, et le Clouzot complètement perdu et bêté que nous décrit aussi Serge Bromberg dans le documentaire sur l'enfer. Et finalement, le trait d'union, il est là aussi. Il est dans ces angoisses très profondes qui l'ont habité de tout temps, mais qui finalement ont peu à peu grignoté sur sa confiance peut-être en lui, sur un plateau, sur la certitude qu'il avait que la direction dans laquelle il allait était la bonne. Précisément, je crois que c'est aussi ce qui est très touchant quand on regarde ses carnets intimes, ses correspondances, c'est qu'on passe d'un homme qui déborde d'idées et qui n'a pas assez d'énergie et pas assez de soutien et pas assez de moyens pour les réaliser toutes et qui en conçoit une certaine frustration, à un homme qui ne sait plus à quelle idée se vouer, non pas tant parce qu'elles sont trop nombreuses, mais parce qu'il les met systématiquement en doute. Donc c'est aussi le récit, ce parcours dans la vie d'Henri-Georges Clouzot, d'une
perte de confiance, peu à peu, d'un homme qui est peut-être écrasé par la réputation qu'il s'est faite, par l'exigence qu'il se fixe pour lui-même. Et c'est ça qui est très beau, finalement, c'est de voir comme un cinéaste, même à mesure qu'il gagne de l'expérience, de la reconnaissance, se met finalement de plus en plus en doute et s'inquiète quant à sa postérité, alors que précisément les déclarations qu'il fait dans les premiers temps sont essentiellement tournées vers l'ici et maintenant, vers le public. On sent que quelque chose change au fur et à mesure de sa carrière, et c'est ça qui est très beau, et à quoi donnent accès les carnets intimes, les correspondances, et notamment les feuilles de brouillon nombreuses qui, dans les années 60, témoignent de ce qu'il essaie de regarder en arrière, sa propre œuvre, de la comprendre, de récapituler, de lister des thèmes, d'énumérer les films qu'il aime, qu'il admire, pour savoir où aller. En fait, c'est finalement quelqu'un qui, de la fougue de la jeunesse, arrive à une espèce d'introspection d'un âge plus tardif, une sagesse qui, quelque part, le paralyse et contre laquelle il lutte. Ouais, et je trouve que, enfin, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais je trouve que justement, à ce titre, La Prisonnière, son dernier film, est hyper intéressant et d'ailleurs frustrant pour les spectateurs qu'on est et pour les amateurs de Henri-Georges Clouzot, parce qu'on sent qu'il y a là une rupture qui se fait, il y a quelque chose en tout cas qui se passe, et moi j'aurais aimé voir la suite, parce qu'on sent qu'il se met en danger au niveau de l'équipe, on y reviendra, avec les fidèles, avec tout ça, et on sent qu'en fait il y a au même titre que Claude Sautet par exemple, à un moment de sa carrière, a décidé qu'il allait changer et qu'il allait arrêter de travailler avec les mêmes personnes, tout défaire pour tout refaire. On a l'impression un peu que ce film-là aurait pu être l'équivalent de Un cœur en hiver pour Sauter, et aurait pu être le changement formel, et peut-être même, alors bon, peut-être pas tellement au niveau du fond, parce que ce qui est exploré finalement, ça reste la passion humaine, et ça reste, voilà. Mais par contre, vraiment, ce côté, se défaire d'une partie de son équipe, se défaire d'une partie de ses fidèles, et partir sur un autre chemin, choisir la couleur pour la première fois, il y avait quelque chose, à mon avis, là, qui pouvait être un nouveau départ. Mais bon, je ne sais pas si ce que vous avez pu lire confirme ça. Bien sûr, alors l'enfer aurait dû être ce nouveau départ. Le film a échoué pour les raisons que sans doute vous avez énumérées dans les épisodes précédents et que donc on connaît. Juste avant celui-ci, normalement. J'imagine. La Prisonnière, effectivement, alors c'est un film, et je pense que j'ai un billet en tant que biographe, qui est pour moi l'un des plus touchants de Clouzot, précisément parce qu'il y met tant de lui. Après, évidemment, je me suis aperçue, à mieux connaître sa vie intime, qu'il dissémine dans tous ses films des éléments de sa vie personnelle. Mais La Prisonnière est probablement celui où il se met le plus à nu. Le personnage de Laurent Terzieff est vraiment une manière d'autoportrait sur de nombreux plans. Sa passion pour les arts dits primitifs, qui étaient ceux auxquels s'intéressait son oncle Henri Clouzot, donc, qui était conservateur au musée Galliera et qui a été l'initiateur, l'intronisateur de Clouzot dans les milieux artistiques parisiens. La passion pour la graphologie que Clouzot a cultivée dans les années qu'il a passées au sanatorium, la photographie érotique que Clouzot a lui-même pratiquée, notamment dans la période qui sépare l'enfer de La Prisonnière, et pendant laquelle il se sentait incapable physiquement et psychologiquement de reprendre le chemin des plateaux, sans compter que les producteurs n'étaient pas nombreux à vouloir se risquer sur une nouvelle super production de celui qui avait coulé plus d'un million. Il n'y avait pas beaucoup d'assureurs pour dire oui, quoi. Ouais, c'est clair. Exactement. Et par tous ces aspects, voilà, le masochisme, le sadisme, qui sont des choses que Clouzot pratiquait dans sa vie intime également. Toutes ces choses, en fait, on les retrouve dans le personnage de Terzieff, et même si Clouzot s'en défendait, il me semble que dans ce film, il avait voulu faire une sorte de testament. En tout cas, il espérait encore, il a travaillé dans les années qui ont suivi La Prisonnière à d'autres scénarios, sans jamais réussir à se décider sur un seul d'entre eux. Et je pense qu'il avait pressenti, après l'enfer qui a été arrêté des suites d'un infarctus, et puis Clouzot, ayant approché la mort à plusieurs reprises dans sa vie, savait ce que cela signifiait, on a senti l'approche, et c'est donc, à mon avis, voué à ce film testamentaire qu'est La Prisonnière. Donc au-delà de ce tournant formaliste, on a aussi cet aspect très touchant du film, qui est ce dévoilement de Clouzot, au-delà du cinéaste formaliste,
Au-delà de l'obsédé du contrôle sur les plateaux, on devine l'influence de sa propre collection de peintures dans certains photogrammes. On devine une sensibilité vraiment beaucoup plus présente, beaucoup moins déguisée qu'elle ne l'est dans les autres films. Et Laurent Terzieff le confirme en indiquant qu'entre les prises, Clouzot, lui, peignait un portrait très précis du personnage du galeriste qu'il interprétait, lui indiquant des éléments qui n'apparaissaient à aucun moment à l'écran, qui n'étaient pas explicités dans le scénario, notamment l'enfance du personnage, et où, ayant eu accès donc à de nombreuses archives, je reconnais l'enfance d'Henri-Georges Clouzot, le père absent et décevant, qui est fréquemment ruiné dans ses affaires et que le fils ne parvient pas à admirer, la mère qui le couve de tendresse, qu'il considère comme Une faiblesse. Voilà, qu'il considère comme une faiblesse. Voilà, toutes ces choses, il les confiait à Terzieff pour nourrir son personnage, et il n'y a pas à douter que Clouzot se représentait dans ce protagoniste de La prisonnière. Et donc, c'est ce qui est très beau, c'est cette idée que cet homme, peu à peu, s'est senti écrasé par les attentes, par l'exigence qu'il avait pour sa propre œuvre, finalement se réfugie dans une voie dont il s'est toujours détourné, qui est le fait de parler de lui. Il s'est toujours drapé derrière des mythes, derrière une réputation sulfureuse, on va en reparler. Et là, vraiment assumer cet aspect sulfureux, mais dans ce qu'il a de fragile, c'est un tournant remarquable, et c'est pourquoi La prisonnière, personnellement, est l'un des films qui me touche le plus. Oui, mais à plus d'un titre en plus, évidemment. Moi, je trouve que c'est aussi un film dans lequel la symbolique est beaucoup plus forte que dans la plupart de ces autres films, où le récit prime beaucoup sur l'image, sur la métaphore. Là, il y a énormément de symbolisme. C'est un film qui est très efficace, qui est très sec, qui est très restreint, où il y a vraiment des séquences. Et puis bon, je vais pas me répéter parce que je l'ai déjà dit dans l'épisode juste avant celui-ci, où en gros, je trouve que c'est un film où il y a un petit peu de chair pour relier des séquences très importantes dans lesquelles il se dévoile complètement. Et je trouve aussi que c'est un peu le film... disons que je pense que Clouzot a aussi été un peu piégé, ou en tout cas surpris, ou à tout le moins dérangé par l'arrivée de la nouvelle vague et la façon de faire qu'avaient ces jeunes qui ont révolutionné. Bon, alors c'est un running gag sur ce podcast parce que je ne suis pas particulièrement fan des cinéastes de la nouvelle vague, donc évidemment, enfin, vous imaginez bien quand on vous intéresser à Clouzot en 10 heures, bon, c'est qu'il y a un certain amour du formel, mais je renie pas évidemment toutes les avancées que ça a été sur tout un tas de points de vue, et je vois que vous prenez beaucoup de pincettes dans le bouquin pour nous expliquer, pour recontextualiser, parce que c'est important de bien comprendre, mais je trouve aussi que quelque part, il y avait, et c'est pour ça aussi que j'admire La prisonnière, cette volonté peut-être pas d'obéir à ce que la nouvelle vague était en train d'instaurer, c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment un scénario, c'est très très, voilà, il y a des scènes qui sont tournées dans des studios, on n'est pas en lumière naturelle et on fait pas tout et n'importe quoi, la pagaille générale comme il l'appelait lui au moment de faire l'enfer, mais il y a quand même une certaine volonté de se renouveler qui pour moi est réussie, et du coup c'est pour ça aussi que ça génère cette frustration pour moi ce film, parce que je me dis si seulement après il était parti et il s'était un peu libéré de tout ça, et en disant bah voilà, ça y est, je recommence de zéro, je me libère de toutes mes... Mais bon, on a bien vu que ça s'est pas passé comme ça, malheureusement. Alors, je reprends le fil de l'interview. On a souvent la sensation, en lisant ce qui a pu se passer sur les plateaux de ces films, que Clouzot, et vous l'avez dit d'ailleurs, est un fou de contrôle. Est-ce que vous confirmez cette sensation ? Et si oui, quelles répercussions est-ce que ça a pu avoir sur sa vie personnelle ? Alors, oui, effectivement, il n'y a pas à douter que Clouzot était un fou de contrôle. Ça vient sans doute de ce que... son œuvre cinématographique, ses premiers scénarios, tout cela est né à l'époque où il était au sanatorium, où il était donc seul à concevoir l'œuvre, à la penser, à la triturer, puisque c'est 4 ans au cours desquels seule sa vie intellectuelle finalement peut se déployer, puisqu'il est cloîtré dans les sanatoriats alpins. Donc, c'est quelqu'un qui est très vite dans une forme d'ubiquité sur les plateaux. Il a besoin de contrôler tous les paramètres, non seulement parce qu'il a prévisualisé en quelque sorte le film avant même que les techniciens et techniciennes ne le rejoignent. C'est donc lié à cette expérience du Sana. Clouzot disait fréquemment que sa méthode, c'était de s'allonger. Il réclamait souvent un lit sur les plateaux et de visualiser sur le plafond blanc l'image à faire, et ensuite de s'assurer que l'image qui serait effectivement enregistrée correspond en tout point et dans tous ses
ces détails à cette projection idéale qu'il avait conçue lui-même. Donc ça vient de cette méthode-là. Ça vient aussi de l'époque, évidemment. Voilà, l'école des studios Clouseau était passée notamment par les studios de la UFA à Berlin, et en tant que chargé de superviser les versions françaises de certains films qui étaient doublés donc en plusieurs versions dans les débuts du cinéma parlant, il s'était exercé beaucoup à l'ubiquité. C'était l'assistant du réalisateur, mais qui avait fréquemment à tenir le plateau dans des instants où le réalisateur titulaire était absent. Donc c'est quelqu'un qui voilà, s'est aussi intéressé à tous les métiers. C'est en parfaite cohérence avec son tempérament aussi, puisque c'est quelqu'un qui s'adonnait avec une passion et avec un sérieux considérable à toute chose qu'il entreprenait, qu'il s'agisse, donc avec plus ou moins de succès évidemment, qu'il s'agisse de la peinture ou de la musique, qu'il a appris auprès des plus grands, Braque, Picasso, Karajan. Voilà, c'était quelqu'un qui était absorbé de façon très intense dans tous les projets qu'il menait, donc ça explique ce désir d'ubiquité et de contrôle. Et effectivement, on en a de multiples preuves, de multiples témoignages. Celui de Michel Cournot sur le plateau des Espions, Le Premier Spectateur, est probablement le plus édifiant. On y voit Clouseau faire refaire à son épouse Vera la même scène des dizaines de fois, alors même qu'elle s'épuise. On a vraiment l'idée d'une image à faire, qui laisse assez peu de place en fait à la trouvaille. En tout cas, c'est l'image que l'on a dans les premiers temps, dans les premiers films de Clouseau. Il évoque vraiment cette idée que la pellicule pour lui est comme du papier blanc, et que si ce n'est pas conforme à son désir, il va simplement raturer et recommencer. Voilà, il y a très peu de place finalement, en tout cas dans les discours qu'il tient sur sa propre œuvre, mais c'est lié aussi au fait que les premiers films de Clouseau, tournés pendant l'occupation, sont contraints par un manque de matériaux. Il y a très peu de pellicules, on n'a le droit qu'à 2 prises au maximum pour chaque scène. Voilà, tout est très rationné, donc ça oblige à l'efficacité. Donc le tempérament de Clouseau, la contrainte économique dans laquelle il a réalisé ses premiers films, l'époque qui veut aussi que le cinéaste soit un artisan extrêmement précis, tout cela explique ce désir de contrôle. Et effectivement, il est donc assez bousculé, même si cela l'intéresse, par ce que produit la Nouvelle Vague, par les discours aussi que produit la Nouvelle Vague, par cette nouvelle exigence qui est l'improvisation, qui est la captation du réel sur le vif, la trouvaille. Tout cela le bouscule, le pique aussi dans son ego, mais je pense qu'il y a une sincère remise en question. Il y a une ambiguïté de la Nouvelle Vague à l'égard de Clouseau, ça c'est indéniable, notamment de la part de François Truffaut. Mais il y a aussi une ambiguïté de Clouseau vis-à-vis de la Nouvelle Vague, qui reconnaît volontiers que certains des films l'intéressent. Et il me semble que La Prisonnière, c'est précisément ça. C'est un auteur qui tente de lâcher prise, de faire une place à la nouveauté dans son univers, qui n'y arrive pas tout à fait, qui fait montre d'une bonne volonté touchante, mais que certains vont moquer. Et La Prisonnière, c'est précisément ça. La critique est complètement partagée entre ceux qui pensent que Clouseau est allé trop loin, les partisans de son cinéma de facture plus classique, et ceux qui pensent qu'il n'est pas allé assez loin. Et ça vaut aussi bien pour l'exploration du thème. Certains vont critiquer la pudeur avec laquelle Clouseau aborde la question du sadomasochisme, et d'autres vont considérer que c'est parfaitement scandaleux, que pour la question de la forme. Et La Prisonnière, c'est intéressant parce que c'est une tentative de renouveler son langage formel à l'intérieur d'une méthode qui reste très contrôlée. Et notamment, c'est visible dans une séquence qui est particulièrement touchante, aussi au point de vue personnel pour ce qu'elle évoque, c'est-à-dire l'instant où Laurent Terzieff envisage le suicide sur le toit de son immeuble. Et, qui est l'immeuble de Clouseau d'ailleurs. Qui est l'immeuble même de Clouseau, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette scène où pourtant il y a un lâcher-prise sur un sujet extrêmement sensible et proche de Clouseau, il y a ce contrôle absolu à l'arrière-plan, tandis qu'il y a cette dispute avec Fresson. À chaque plan, le nombre de stores rouges qui sont fermés à l'immeuble d'en face augmente de telle sorte qu'il y a une saturation peu à peu discrète, mais à l'arrière de l'image, de cette teinte chaude qui doit souligner en fait la colère
montant, la tension montant de cette scène. Donc c'est assez intéressant que voilà, quelque chose résiste dans la volonté de contrôle de Clouzot, même s'il admet volontiers que voilà, la nouvelle vague a bousculé son idée de ce qu'est un plan de travail. L'enfer, c'est exactement ça. Il y a un plan de travail extrêmement précis, mais au moment du tournage, Clouzot s'autorise à chercher, à lâcher prise. Il n'y arrive pas tout à fait, où il se laisse dépasser par ce lâcher prise qui soudain lui ouvre des perspectives bien trop vastes pour les moyens dont il dispose, pour ce qu'il est capable d'assumer sur un plateau, pour le temps qu'il a. Mais voilà, cette volonté de contrôle, sans jamais s'en départir tout à fait, Clouzot la met en cause et est prêt à la questionner. Et sur sa vie personnelle, alors du coup, quelles répercussions ça a pu avoir ? Est-ce qu'il s'est comporté comme ça avec ses proches, par exemple ? Parce on sait qu'il a une relation avec son frère qui est un peu particulière. Il lui refuse, supposément, parce que ça fait partie de la légende noire de Clouzot, il lui refuserait de s'appeler Clouzot parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul Clouzot. Est-ce que cette volonté de contrôle-là, elle marque ses relations ? Je pense à ses femmes, mais je pense aussi à sa mère, je pense à son frère, particulièrement à ses frères, mais surtout évidemment Jean, puisque c'est celui qui est vraiment le plus proche de lui. Est-ce que vous avez pu trouver des choses comme ça qui iraient dans ce sens-là, ou dans le sens inverse d'ailleurs ? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect familial dans cette volonté de contrôle. Clouzot, très vite, du fait de ce père défaillant qui est fréquemment accablé de dettes, se trouve très rapidement à gérer les affaires de la famille. Donc il y a aussi cette posture-là qui l'encourage dans cette forme de contrôle absolu qu'il exerce. Oui, puis c'est l'aîné. Voilà, c'est l'aîné, mais donc non seulement sur ses collaborateurs, mais aussi sur ses proches, effectivement. Ces femmes en ont fait les frais, en particulier Vera et Inès. Pour Suzy Delair, je crois qu'elle lui résistait davantage dans la vie intime, mais il le lui rendait bien sur les plateaux, puisque pour le coup, il écrivait les films en pensant à elle, en intégrant son personnage, mais était extrêmement directif quant à la façon de travailler avec elle sur les plateaux de l'Assassin et du Quai des Orfèvres. Vera Clouzot est probablement celle qui a le plus fait les frais de ce contrôle, mais qui avait elle aussi un tempérament assez fort à opposer à cette mainmise d'Henri Georges. Inès, d'après les témoignages que j'ai, est celle qui se tenait le plus à l'écart des plateaux, donc il y avait moins cette tension dans la relation de travail. Emprise, ouais. Qu'il y a eu cette emprise aussi qui peut servir à décrire en partie la relation que Clouzot avait avec ses épouses interprètes. Avec Jean Clouzot, c'est une chose un peu plus compliquée. Donc Jean, Jérôme Géromini, de son nom de plume, puisqu'effectivement la légende dit que Clouzot, au moment de la naissance de son cadet, se serait clamé « Non, Clouzot, c'est moi », et qu'il aurait donc imposé par la suite, lorsqu'ils se sont mis à collaborer à son jeune frère, de signer d'un nom de plume qui ne soit pas Clouzot. Les témoignages donc, de Jean Clouzot, certes, accréditent cette idée d'un rapport de domination, de tension entre frères, notamment autour de la mère. Jean Clouzot, j'ai retrouvé dans un entretien qu'il donne à la radio en 1985 cette idée que Clouzot, c'est le sujet brillant, Henri Georges, c'est le sujet brillant, et lui, Jean, est le bon petit. Voilà, on sent cette difficulté dans leur relation qui prend racine à l'enfance. Mais en revanche, il estime que leur collaboration était parfaitement équitable sur les scénarios, ce que Jean Clouzot indique de façon, il me semble, tout à fait juste, c'est que lorsque une collaboration est réussie entre deux scénaristes, tous deux pensent être l'auteur intégral du texte définitif. Voilà. Et donc, il explique que vraiment, c'était ça, sa relation avec Henri Georges. Qu'évidemment, l'aîné avait des colères, tapait du poing sur la table, était certainement celui qui parlait le plus haut et le plus fort, puisque c'est lui qui ensuite allait prendre à bras-le-corps le scénario pour réaliser le film, et parce qu'il parlait depuis sa place de cinéaste reconnu à un scénariste qui, somme toute, même si l'époque était différente et que les scénaristes étaient d'une importance peut-être plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui, en tout cas du point de vue du public, je veux dire, leur place dans les génériques était plus remarquée par les critiques de l'époque. Donc, même si Clouzot probablement avait cette persona et cette tendance à prendre de la place, il semblerait que Jean Clouzot, en fait, se soit tout à fait satisfait de la façon dont ils travaillaient ensemble et avait l'impression que ses idées étaient considérées, que le dialogue était réel. Donc, il y a un désir de contrôle, mais qui est quelque part une posture aussi. Ouais. On va reparler de la réputation sulfureuse de Clouzot, de la façon dont il se donnait cette image de personnes noires, de personnes furieuses, de diable des plateaux.
Mais en réalité, c'est quand même quelqu'un qui a très rarement écrit seul, qui s'est toujours entouré de co-scénaristes, qui a toujours valorisé l'apport d'un autre regard. Il en parle souvent comme d'une personne qui va lui servir de sparring partner. De sparring partner, exactement. Voilà, il lance des idées et les idées rebondissent sur le co-scénariste. C'est davantage comme ça que lui décrivait le travail, ce qui du coup le mettrait supposément dans une posture plus initiatrice, plus créatrice que le collaborateur. Mais Jean Clouzot dément complètement cette vision. Il a l'impression que leur lien familial leur permettait précisément d'être sur un plan d'égalité au moment du travail d'écriture. D'accord, très bien. Au-delà de cette image de contrôle, dont on a largement parlé, Clouzot a aussi l'image d'un collaborateur du régime nazi, évidemment. Une image qui a la peau dure, puisqu'encore aujourd'hui, et malgré un film comme Le Corbeau, qui est d'ailleurs le film qui va lui poser problème, ce qui paraît complètement paradoxal quand on a vu le film, cette image lui survit. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, la période de l'occupation, c'est une période qui est extrêmement clivée. Et donc, qui s'accommode très peu du gris. Et Clouzot, précisément, il est dans cette ambiguïté-là. Donc, il fait un film dont le scénario avait été déposé en 1937, donc avant la guerre, qui porte sur la délation et qui la dénonce. Un film qui va servir à une campagne de la DGSS contre les lettres anonymes. Mais en même temps, il fait avec Le Corbeau un film qui est tout sauf héroïque pour le peuple français et qui du coup s'attire les foudres de nombre de résistants, puisque Clouzot fait un film en demi-teinte. Il montre les mesquineries des uns et des autres, des notables notamment, des fonctionnaires. On sent une rancune profonde aussi contre la province niortaise où il a grandi et contre celles et ceux qui ont accablé notamment son père lorsqu'il s'est retrouvé criblé de dettes. Donc voilà, Clouzot fait un film qui n'épargne personne, finalement, et c'est ce qui ne peut pas lui être pardonné dans une période où il importe de prendre une position franche et sans ambiguïté. Donc, il s'attire finalement des ennemis des deux bords. Ouais. Oui, parce que les Allemands ne sont pas du tout contents du film. Pas du tout. Alors, ni Vichy, qui reproche notamment à Clouzot le portrait qui est fait des fonctionnaires, mais en particulier de l'assistante sociale, voilà, qui était un poste dans Vichy supposément voilà, du côté du bien, intouchable. Le portrait qu'en avait fait Lacombe dans L'escalier sans fin quelques années ou mois plus tôt avait déjà irrité la censure vichysoise, puisqu'on y voyait voilà, une assistante sociale qui était censée incarner la vertu et la morale, manipulée pour attirer dans ses filets un homme dont elle était tombée amoureuse. Donc là, le portrait qui est fait d'une assistante sociale menteuse, manipulatrice, autrice de lettres anonymes, évidemment déplaît fortement à la censure vichysoise, de même que la mention de l'avortement, de même que l'idée que le seul personnage moral du film est finalement le personnage de Ginette Leclerc, qui est une femme lascive et handicapée physique, ce que ne supporte pas non plus le gouvernement le régime de Vichy. Les enfants sont précoces et menteurs. Le personnage de la petite Rolande irrite notamment en haut lieu. Personne, de toute façon, ce film, personne voilà. ne se sauve, quoi. Personne ne se sauve. Donc Vichy déteste le film. Évidemment, la commandante Tour est furieuse, puisque cela décourage les auteurs de lettres anonymes, mais les résistants n'y trouvent pas non plus leur compte, et en 1944 paraît justement dans les lettres françaises cette rumeur qui veut que le film de Clouzot aurait été projeté en Allemagne sous le titre Une petite ville française, où il sert avec brio le discours hitlérien, voilà, d'une France dégénérée, amorale, immorale même, et qu'il faudrait rétablir. Cette ambiguïté, le fait que Clouzot a travaillé pour l'occupant en travaillant pour la Continentale, qui était donc une société de droit français mais à capitaux allemands, dirigée par Alfred Greven, qui était un proche du régime nazi. Enfin voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui sont très difficiles à démêler. Et d'ailleurs, le procès qui s'est tenu donc, à l'issue de la guerre, lorsque Clouzot est passé avec d'autres devant le comité de l'épuration, témoigne des difficultés qu'il y a à regarder cette
toute cette histoire avec une optique manichéenne, puisque certes Clouzot a travaillé pour l'occupant mais sans elle, avec simplement le rapport qu'un employé aurait envers son employeur. Il avait travaillé en Allemagne, ce qui était une circonstance potentiellement aggravante. C'est d'ailleurs pour cela que Greven lui a fait confiance, oui, bien parce sûr. qu'il avait Connaissez l'expérience de la UFA. Mais Clouzot, comme en témoignent plusieurs personnalités interrogées ou en tout cas qui ont soumis des textes de soutien lors de son projet, avait caché un résistant, Hervé Pavillard, pendant une époque, chez lui, à l'époque où il habitait avec Suzy Delair. Il avait permis à Jean-Claude Le Chanois, dont le vrai patronyme était Dreyfus, d'entrer à la Continentale, alors même qu'il connaissait tout à fait les risques que cela lui faisait encourir, parce qu'il était pleinement conscient de l'identité de Le Chanois, sans pour autant avoir jamais désavoué le corbeau. Oui. Il a toujours refusé d'admettre que, ce qu'on voulait lui faire dire, c'est-à-dire que son portrait de la société française était déshonorant à une époque où la France devait nécessairement être héroïque et résistante. Mais ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est notre rapport à ce film et à Clouzot aujourd'hui, qui en dit long, je trouve, sur notre rapport justement à cette époque et à l'héroïsme et à la résistance, quand on sait très bien que 10% de la France était résistante et elle était considérée comme terroriste, que 90% de la France n'était peut-être pas collaboratrice, mais enfin... était attentiste. En tout cas, attendez de voir ce qui allait se passer exactement, et on comprend parfaitement, je veux dire, moi j'ai pas vécu cette époque, je sais pas du tout comment je me serais comporté, donc j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ce cliché continue, alors qu'il suffit de voir Le Corbeau pour comprendre qu'en fait, que c'est pas du tout son propos, mais qu'effectivement, son propos n'est pas non plus, nous sommes des héros, nous allons nous en sortir, voilà. C'est un film, quand on en a parlé dans le podcast, j'ai recommandé de voir à côté, parce qu'on fait toujours des petites recommandations, Un homme de trop de Costa Gavras, qui pour moi a un écho un peu à ça, où en fait on met en scène des résistants qui sont des hommes, ni plus ni moins que des hommes, qui doivent obéir à certaines directives, qui doivent faire des choix à un moment donné, et qui sont donc forcément par nature même imparfaits, et vont se tromper, vont commettre des erreurs, et ça c'est quelque chose qui a été aussi très problématique, alors même que ce film-là est sorti dans les années 60, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, mais j'imagine que vous aussi, puisque on n'a pas beaucoup plus de données là-dessus, c'est comment est-ce que ce cliché peut survivre en fait à Clouzot. Je pense qu'effectivement on a une histoire, une incapacité de regarder cette histoire tout à fait en face, qui fait que voilà, cette ambiguïté de Clouzot gêne encore aujourd'hui, alors que précisément, même si c'est un film qui ne parle pas de l'occupation, c'est l'un des films qui, à mon avis, la représente le mieux. Personnellement, moi, c'est un film que l'on m'a montré parmi les premiers films à voir de mon apprentissage de l'histoire du cinéma. Et donc, je perçois moins cette résistance, cette gêne que l'on peut avoir encore aujourd'hui à l'encontre de ce film, puisque précisément, moi, il m'a été présenté dans toute sa complexité, dans toute son ambiguïté, mais aussi comme un chef-d'œuvre, ce qu'il est. Enfin, c'est un film d'une richesse extraordinaire par des enseignants de cinéma qui du coup ne m'ont pas permis d'accéder à cet embarras qu'il y a peut-être encore aujourd'hui à l'égard du Clouzot, et c'est sans doute à l'égard du Corbeau. Voilà, c'est révélateur comme lapsus, puisque je disais précisément que dans La Prisonnière, c'est sans doute le film où Clouzot est le plus franchement autobiographique. En réalité, il y a déjà dans le Corbeau des éléments qui sont très proches de lui. Je parlais de ce rapport à la notabilité provinciale, mais la question de l'avortement est aussi très sensible pour Clouzot à l'époque, comme j'ai pu l'apprendre dans des lettres qu'il échangeait avec sa compagne à l'époque où il était au sanatorium. A priori... Clouzot aurait dû être père et ne l'a pas été en définitive, et c'est quelque chose qui l'a durablement marqué. En tout cas, les carnets intimes sont très elliptiques sur cette question. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions, mais du peu qu'on en devine, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et donc, en faire le sujet du premier film dans lequel il a vraiment toute liberté, puisqu'il considère L'assassin habite au 21 comme un coup d'essai. Vraiment, il s'agissait de faire une œuvre qui fonctionne auprès du public pour s'octroyer le droit d'être plus audacieux dans de futures œuvres. Il est
très marquant pour moi qu'il utilise aussi cette première occasion de réaliser un film avec une liberté de ton totale que lui laisse Greven, du moins dans les premiers temps. La fin du tournage est un peu plus complexe parce que Greven prend conscience de la bombe et reçoit probablement des pressions qui lui font prendre conscience de ce qui est en train de se jouer avec ce tournage. Du coup, c'est aussi un film qui peut-être dérange pour ça encore aujourd'hui, parce qu'au-delà du rapport à cette période trouble de l'occupation, ça questionne bien au-delà des questions de moralité, des questions de rapport à la société, à la réputation, des questions simplement de où se situer entre la lumière et l'ombre qui nous dérange encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous demande, et on pourra couper si vous n'avez pas la réponse, je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, est-ce que vous avez à peu près une date à laquelle Le Corbeau a été comment je pourrais dire ça, remis en circulation, enfin en tout cas respecté en tant que film, parce que je sais qu'il a été caché, ou il a été en tout cas pas montré et oublié. Il a été rétabli alors que Clouzot était toujours en vie, et donc il sait que son film n'a pas eu le destin maudit auquel on aurait pu le croire condamné après ce verdict du comité d'épuration. Mais il faudrait que je retrouve les dates exactes. En tout cas, il a été réhabilité en pleine conscience de Clouzot, sans qu'on en soit encore à une période où la France regardait tout à fait en face l'histoire de l'occupation, mais où elle était du moins prête à admettre que le film de Clouzot avait été durement jugé, qu'il avait une part de vérité, et qu'il avait à tout le moins des qualités cinématographiques indéniables, et qui à elle seule méritait que le film soit revu. Avec Les Diaboliques notamment, mais avec nombre de ses films, Clouzot, il inaugure, ou alors il reprend à son compte, on va le voir, des techniques de marketing aujourd'hui parfaitement inclus dans les us et coutumes de l'industrie du cinéma. Est-ce que vous avez trouvé des archives ou des écrits qui confirment que c'était une vraie volonté réfléchie de sa part de créer l'événement autour notamment de sa personne ? Alors, il y a une chose que j'aurais beaucoup voulu faire dans l'ouvrage qui n'était pas possible pour des raisons techniques. Dans les carnets de sanatorium de Clouzot, il y en a quand même quelques exemples disséminés, notamment en ouverture et en fermeture du livre. Mais les carnets de sanatorium de Clouzot sont passionnants. Moi, c'est les archives qui m'ont le plus intéressée parce qu'elles abondent de notes très courtes, très brèves, qui en fait contiennent en germe toute son œuvre à venir. C'est assez intéressant. Ce sont vraiment quelques mots jetés comme ça sur une page de carnet, mais qui résonnent a posteriori avec son œuvre. Et j'avais envie de récupérer certaines de ces citations et de m'en servir comme tête de chapitre ou pour ponctuer le paragraphe, les paragraphes à l'intérieur du texte. Et pour Les Diaboliques, celle que j'avais choisie, c'est une petite note qui dit « Un film égale un événement ». Ouais. Et vraiment, Clouzot, ça culmine avec Les Diaboliques, mais c'est quelque chose qu'il a toujours entretenu. La vérité en est probablement l'autre exemple saillant de sa filmographie, puisque le nom de Bardot offrait évidemment la possibilité d'une publicité considérable, mais ce qui est très intéressant avec Les Diaboliques, c'est que Clouzot inaugure avant Hitchcock quelque chose à quoi on va beaucoup associer Hitchcock, c'est-à-dire cette interdiction d'entrer dans la salle après une dizaine ou une quinzaine de minutes de début du film. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'à cette époque-là, on rentrait dans les salles un peu comme dans un moulin, c'est-à-dire qu'on payait pour une séance et on pouvait voir, admettons, la dernière du meilleur du film et la première heure et demie, ensuite en suivant, si on avait décidé qu'on voulait le voir dans cet ordre-là. Exactement, et précisément, Clouzot sait que l'effet des Diaboliques tient à ce qu'on ait pris en étau, oppressé pendant l'heure et demie du film jusqu'au dénouement final, dont il interdit au public, dans un carton inaugural, de dévoiler à celles et ceux qui n'auraient pas encore vu Les Diaboliques la teneur. Donc il y a vraiment ce jeu autour des Diaboliques qui est très, très visible sur l'attente, le suspense et l'expérience de la salle. Il inaugure quelque chose qu'Hitchcock va réaliser pour Psychose, en exigeant des salles qu'un écriteau interdisant l'entrée soit apposé sur les portes closes au bout d'un certain temps.
et ça marche. Oui. Les files d'attente sont considérables devant les cinémas qui passent les Diaboliques. On en a quelques images dans les archives qui sont impressionnantes. La presse marche également. Certains s'indignent de ce qu'on leur refuse de dévoiler dans les colonnes des journaux dans lesquels paraissent leurs critiques, le dénouement du film. Enfin voilà, il y a vraiment une attente très savamment entretenue par Clouzot, qui sait qu'il dispose à ce moment-là de sa carrière de la force nécessaire pour imposer aux journalistes, aux critiques, aux salles de cinéma, ces techniques-là visant à susciter la curiosité du spectateur. Vraiment, Clouzot, c'est quelqu'un qui a une conscience très rapide de son image. Moi, j'ai beaucoup consulté, outre les archives de la Cinémathèque, l'intégralité des archives INA, que ce soit en radio ou en télévision. Et il y a ce souci constant, notamment pour les archives télévisuelles, de la mise en scène de soi. Il y a notamment une archive dans laquelle il est dans le train et on le voit lire un journal. Et en première page, en tout cas, l'image qui nous est donnée à voir du journal, c'est un article vantant le succès des Diaboliques. Et Clouzot a été critiqué par certains pour cette tendance à jouer. Alors le terme qui est employé pour le moquer doucement est celui d'homme sandwich. Mais lui-même en jouait beaucoup, en était très conscient. Et dans une interview en 1970, donc, qui donne pour l'émission Cinéma sur la place, l'intervieweur lui dit on a fait de vous l'homme de la cruauté, celui des vérités sordides, celui de la méchanceté, mais ce sont des mythes un peu simplificateurs. Et Clouzot dit oui, mais il faut voir que n'importe quelle forme d'art, elle est basée sur les mythes. Et lui, vraiment, il s'agissait non pas seulement de mettre en scène des mythes, il avait une passion pour le cinéma américain, pour lui c'est vraiment ce qui le marquait dans ce cinéma d'outre-Atlantique, mais le mythe, c'est aussi le spectateur. Et l'intervieweur précisément poursuit, est-ce que vous pensez connaître Henri-Georges Clouzot comme personnage ? Clouzot dit non, pas du tout. Je crois que bonnement, ça aussi, c'est un personnage mythique. Donc il en était lui-même conscient, il en jouait, qu'il s'agisse d'orchestrer savamment la sortie de ses films ou de se mettre en scène lui-même dans sa vie professionnelle comme intime. Et ça, c'est quelque chose qui précède aussi les Diaboliques, puisque dans son projet de film avorté, qui est Brasil, donc le documentaire qu'il veut réaliser au Brésil après son mariage avec Vera Clouzot, donc au début des années 50, on en a conservé qu'un prélude, puisque les images tournées au Brésil n'ont pas été retrouvées, si tant est qu'il y en ait eu beaucoup, parce que c'était d'une difficulté logistique considérable. Clouzot a surtout rapporté des photographies et puis un texte, Le Cheval des Dieux, de son expérience brésilienne. Mais dans ce prélude filmé qu'il tourne à Paris, on le voit mettre en scène la campagne de vaccination de son équipe qui couche dans le même lit. On le voit mettre en scène sa relation avec sa toute jeune épouse. Et puis surtout, il n'hésite pas à mettre en scène l'opération du cœur de Vera Clouzot, qui retarde de quelques mois le départ de l'expédition pour le Brésil, sachant que Vera Clouzot était extrêmement fragile, qu'elle a eu plusieurs épisodes d'une grande gravité tout au long de sa vie et qu'elle est finalement décédée d'un infarctus de la même façon que le personnage qu'elle interprète dans Les Diaboliques. Tout ça nous révèle à quel point Clouzot était prêt à mettre en scène son intimité, à se servir de son intimité pour exister médiatiquement aussi. Ouais, c'est assez troublant, effectivement. Pour le moins. Oui, pour utiliser un terme vraiment. Mais oui, c'est effectivement, j'allais en parler, mais vous l'avez fait à ma place, la fameuse légende noire de Clouzot qui commence avec Manon, qui existe déjà avant, mais qui avec Manon, il va commencer à la cultiver vraiment avec ses photos de tournage qu'on retrouvera aussi sur La Vérité et sur Le Diabolique, où il prend la place des gens dans la malle, etc. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment précurseur. Je ne sais pas si c'est pour le mieux, parce que c'est vraiment là, on vit dans une ère du marketing absolu, donc voilà. Mais en tout cas, lui est vraiment très très tôt là-dessus, quoi. Et ça m'intéressait de savoir, et donc vous le confirmez, qu'il y avait un désir en tout cas de le faire. C'était pas juste qu'il avait senti quelque chose et qu'il s'était dit tiens, je vais le faire. Il y a quelque chose qui est là. Si c'est là depuis les carnets, avec un film, un événement, depuis le sanatorium, on s'aperçoit que c'est vraiment présent depuis le début, en fait. Oui, c'est très conscient. Les photos de plateau qui sont utilisées dans la presse, je pense notamment à une photo de Manon dans laquelle il étrangle Cécile Aubry en prenant la place de l'acteur. Choisir de publier cette photo-là plutôt qu'une autre, évidemment, ça n'est pas anodin. Non, c'est clair.
c'est clair. J'ai l'impression, en lisant votre bouquin, et d'autres sources que j'ai consultées pour la mini-série, que Clouzot n'aimait pas être redevable à qui que ce soit. Et que c'est peut-être ce qui l'a conduit souvent à couper les liens avec différentes personnalités. Malgré tout, on retrouve dans ses films des interprètes qui traversent sa filmographie. Je pense notamment à Larquet, évidemment, Roquevert dans une moindre mesure, Freinet, Vanel ou bien Jouvet. Est-ce que vous me confirmez ce désir d'indépendance que j'ai pressenti ? Et si oui, comment est-ce qu'il cohabite avec la fidélité parfois extrême que Clouzot avait pour ses interprètes ? Je pense vraiment à Charles Vanel qui va l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à un tout petit rôle de figurant dans La Prisonnière. Mais il y en a plein, hein. Ceux que j'ai cités sont tout à fait valables. Bien sûr. Alors, je parlerai moins de désir d'indépendance. Je pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui avait une grande estime pour pour ses collaborateurs et précisément qui rompait avec eux assez aisément aussi, puisque c'est le cas de Jouvet, c'est le cas de Freinet, puisque précisément il avait une grande attente envers les personnes avec qui il collaborait. Une grande attente, il faut le dire, qui consistait à exiger d'eux aussi qu'ils se plient à sa mise en scène. Mais je ne crois pas que Clouzot ait jamais nié l'aide que lui ont apporté ses collaborateurs parmi les plus fidèles. C'est précisément la question que je me faisais. Est-ce qu'il ne veut pas être redevable, dans le sens, est-ce qu'il veut vraiment qu'aux yeux du public dire c'est moi qui ai créé tout ça, alors que quand même s'il n'y a aucun doute sur son talent et sur sa capacité à créer effectivement tout ce qu'il a fait, il est quand même redevable à des gros acteurs notamment. Alors, je pense beaucoup à Louis Jouvet là pour le coup, et puis en plus vraiment véritablement il doit un peu de sa vie à Louis Jouvet, puisque Jouvet l'a aussi aidé pendant le Parc du Sanatorium. Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait. Mais... Alors Jouvet, la rupture est assez brutale, elle est très violente. C'est un différend qui naît lorsque Clouzot fait une remarque extrêmement désobligeante à Louis Jouvet lors d'une répétition, qui vexe au plus haut point Jouvet et qui en fait fait éclater des tensions qui étaient latentes, puisque sur les plateaux, Clouzot usait beaucoup de ces petites vexations, de ces petites humiliations pour obtenir la colère, l'énergie, l'intensité qu'il attendait de ses interprètes. Il l'a beaucoup fait avec Laurent Terzieff, notamment en lui disant « on n'est pas au théâtre ici », juste avant de demander le moteur pour le mettre en rage. Donc il y a cette rupture avec Jouvet, mais effectivement, il n'a jamais nié que Jouvet avait été un ami extrêmement précieux, notamment dans la période où il lui envoyait de l'argent pour l'aider à régler ses dettes au sanatorium. Il a toujours dit que Pierre Freinet, avec qui il a rompu, notamment, en tout cas d'après ce que j'ai pu constater dans les archives et les récits qu'en ont fait les témoins directs de cette époque de la vie de Clouzot, en raison de difficultés liées aussi à la relation de Clouzot avec Yvonne Printemps, donc, qui était l'épouse de Pierre Freinet. Mais Clouzot disait de Freinet, c'est lui qui de toute ma vie m'a le plus aidé. Ouais. Pierre Lazareff est aussi une personne dont Clouzot n'a jamais nié qu'elle avait été extrêmement importante dans le fait de l'introduire dans ce milieu du spectacle parisien dans lequel il espérait arriver. Et aussi de l'argent pour le sanatorium, là encore. Lazareff est un ami de cette époque. Donc je ne pense pas qu'il ait jamais nié l'apport qu'avaient eu ses collaborateurs et ses amis dans sa vie professionnelle. En revanche, c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait un peu un fantasme de démiurge et qui donc s'accommodait sans doute plus volontiers d'une Cécile Aubry que d'un Charles Vanel ou d'un Bernard Blier qui allait lui rendre sa gifle. Voilà, donc effectivement, il y a jamais eu l'idée de dire « je suis arrivé tout seul ». Mais des ruptures indéniables avec des collaborateurs qui étaient pourtant des proches, lorsqu'ils s'opposaient un peu trop farouchement à ce désir qu'avait Clouzot dans ses relations de travail de plier, c'est vraiment un terme qu'il utilise fréquemment, plier les interprètes à sa volonté. Dans ma question précédente, je cite volontairement que des hommes. Les femmes sont moins récurrentes dans son cinéma. Alors, pas parce qu'il n'y a pas de personnages féminins, hein, ça y en a, mais je veux dire, les femmes qui vont interpréter des femmes à l'écran sont moins récurrentes. Je ne sais même pas d'ailleurs si, je crois, à part Vera, qui va effectivement apparaître 2 fois, je ne sais pas si on retrouve... Suzy Delair. Suzy Delair, oui, évidemment. Jackie Sardou, mais ça relève de l'anecdote, là. Est-ce que Clouzot était, comme nous l'avons souvent imaginé, misogyne ? Et si oui, comment expliquer qu'il produit La Vérité, un film pourtant extrêmement moderne et actuel, ou bien Les Diaboliques, dont les 2 protagonistes sont des femmes, ou encore, évidemment, La Prisonnière ? Alors, c'est une question
très compliqué, pour le coup, parce que sur les plateaux, Clouzot a été extrêmement dur et cruel avec ses actrices, indéniablement. Il y avait une relation de domination assez malsaine, non seulement avec celles qui étaient ses épouses, donc Suzy Delair et Vera Clouzot, qui ont toutes les deux tourné pour lui, notamment Vera Clouzot, mais aussi avec d'autres interprètes, comme c'est le cas de Brigitte Bardot, qui a été traitée assez cruellement par Clouzot, qui avait réécrit donc le scénario de La Vérité, qui effectivement met en scène une jeune femme dont la sexualité plus libre que ce qu'imposent les carcans de l'époque choque et scandalise, et qui se défend de cette vie qu'elle a choisi de vivre indépendamment de l'emprise que tentent d'avoir sur elle les hommes, en particulier donc le personnage de Samy Frey, qui tente de la contrôler vraiment. C'est là que c'est moderne, c'est-à-dire que c'est pas seulement elle qui est libre et oisive, bon ça effectivement de fait c'est assez moderne, mais ce qui est encore plus moderne moi je trouve, c'est vraiment la prestation de Samy Frey, dans le sens où c'est vraiment un salaud en fait. Voilà, et il apparaît comme tel, et Clouzot voilà. le filme comme tel. C'est ça. Donc effectivement le film est intéressant dans cette façon qu'il a de mettre en scène une jeunesse un peu plus libérée. Là encore, Clouzot est assez piqué peut-être par les portraits que la Nouvelle Vague commence à proposer de cette jeunesse, et ne veut pas se sentir en reste, mais il réussit tout de même à faire quelque chose d'assez juste, et précisément parce que il travaille beaucoup à partir de l'expérience même de Brigitte Bardot, dont la vie personnelle choquait, scandalisait l'opinion, et en même temps du coup Clouzot, se servant de ces questions qui sont extrêmement sensibles, pénibles, douloureuses pour Bardot, pour les besoins de son film, c'est quelque chose qui doit être mis en question, qui est problématique. Brigitte Bardot fait tout de même une tentative de suicide à l'issue du film, comme son personnage dans La Vérité. Clouzot lui aurait glissé des barbituriques, lui faisant croire qu'il s'agissait de cacher pour la tête, pour jouer la scène d'une autre tentative de suicide. Oui, au début du film cette fois-ci. Dans le film, au milieu du film. Il l'aurait insulté copieusement, il aurait joué à la désespérée entre les scènes pour donner plus de réalité à son personnage. Donc ça, évidemment, ça pose question. La relation d'un cinéaste d'âge mûr installé avec une jeune femme qui est certes une actrice reconnue, mais voilà, qui se retrouve de fait dans une position de faiblesse, face à lui, interroge grandement. Après, Clouzot n'épargnait pas non plus ses acteurs masculins. Oui. Je mentionnais Bernard Blier, lui aussi s'est pris des gifles. Paul Meurice s'était pas fait frapper, mais il s'est fait vraiment très maltraiter à plusieurs reprises. Cependant, j'ai tout de même l'impression, à lire les témoignages, on a retrouvé aussi une image, quelques secondes de film qui sont probablement des essais pour un film que Clouzot n'a jamais tourné, de Clouzot giflant subitement une jeune interprète en train de passer ses essais. Il me semble tout de même qu'il y a un déséquilibre entre la violence que subissent les interprètes féminines, le degré d'humiliation, de cruauté, de torture psychologique qu'il atteint avec ces interprètes féminines, et ce qu'il a fait subir à leurs homologues masculins. Ouais. Donc je pense qu'on peut dire qu'il y avait une certaine misogynie chez Clouzot, qui est aussi liée à l'époque, mais qui n'est pas pour autant excusable, évidemment, même si ses relations avec Vera, notamment, semblent d'une complexité encore plus grande. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il est difficile de juger sans avoir connu l'homme, d'autant que ses déclarations portent rarement, et même jamais, sur les hommes et les femmes. Je n'ai pas croisé d'extrait dans ses interventions radiophoniques. Où il va généraliser sur le où il va genre généraliser, féminin, essentialiser, où là, pour le coup, il serait complètement évident qu'un discours misogyne sous-tend ses pratiques comme directeur d'acteurs et d'actrices, notamment. Mais les témoignages produisent tout de même une gêne qui nous oblige à regarder aussi un peu différemment les films. Brigitte Bardot livre une performance sublime dans La Vérité, mais à quel prix ? Voilà qui peut interroger à une époque où on découvre aussi beaucoup de pratiques de cinéastes sur les plateaux qui sont absolument injustifiables, même au nom de l'œuvre. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous expliquez, après
toute la carrière qu'il a eue. Et effectivement, les 10 dernières années de sa vie sont plus complexes parce que il tourne plus en fait et il s'enferme dans cette exigence qu'il a avec lui-même, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure. Comment quand même est-ce qu'on peut expliquer que Henri-Georges Clouzot, quand il est enterré dans dans un relatif anonymat? Alors, La prisonnière, c'est donc son dernier film. Il est assez mal reçu par la critique, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, pendant 10 ans, Clouzot ne va pas cesser de travailler, mais comme je le disais, il se sent tellement écrasé par l'importance de ce nouveau film à faire, par l'exigence qu'il a pour la suite de sa carrière, qu'il n'arrive à se décider sur aucun scénario. Pourtant, il y en a des vraiment bien qui passent, parce que dans le livre, vous les énumérez, et il y en a vraiment 2 ou 3 où je me suis arrêté en disant mais ça aurait été incroyable, quoi. Voilà, il a travaillé toujours dans la même veine que celle qui avait été la sienne, à savoir l'exploration assez cynique des profondeurs de l'âme humaine, y compris dans ce qu'elle a de plus noir. Mais pendant ces 10 années, il travaille un petit peu en ascète, il se coupe du monde. Je pense qu'il est blessé de ce qui s'est passé avec l'enfer, quand bien même il a reçu des témoignages de soutien. Il est blessé de ce que son film le plus personnel, celui dans lequel il se livre le plus peut-être, n'a pas été la grande date dans l'histoire du cinéma qu'il espérait peut-être sans jamais oser l'avouer. Clouzot mesurait avant tout la réussite d'un film au succès public et beaucoup moins à ce qu'en disaient les critiques, mais on devine à certaines correspondances à la façon dont il travaille après La prisonnière qu'il s'interroge tout de même sur ce qui a fait son succès et sur ce sur quoi il doit miser pour la suite. Donc il s'isole assez du milieu cinématographique et je pense que c'est le résultat de cette solitude, de cette vie d'ascète, de cette incertitude, de cette rancœur peut-être quelque part, qu'au moment de son enterrement, il est relativement oublié, que seuls quelques anciens collaborateurs des années plus fastes de sa carrière suivent le corbillard le jour de l'enterrement. Et aussi Gilbert Ami, ça m'a surpris la présence de Gilbert Ami, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment il a collaboré avec l'Enfer, alors il a collaboré à l'énorme pré-production de l'Enfer et sur La prisonnière, mais bon, moi je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment le premier à être là. Alors, cela peut s'expliquer par des affinités particulières qu'avaient les 2 hommes, mais surtout, Clouzot, vers la fin de sa vie, s'est beaucoup tourné vers la musique. Il avait une grande passion pour la musique. Il a notamment filmé Herbert von Karajan à plusieurs reprises, en répétition et en concert. Ce sont des films qui sont très peu connus de Clouzot, mais qui sont très beaux. Ce sont les seuls qu'on n'a pas commenté, puisqu'on n'a pas pu vraiment les trouver. Voilà, il existe une édition DVD, mais qui est effectivement assez difficile à trouver. Ils n'ont pas fait l'objet, à ma connaissance, d'une ressortie en salle, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment une expérience assez incroyable que cet équilibre que l'on trouve rarement dans les captations de concerts entre l'image et la musique. Et Clouzot, dans les dernières années de sa vie, a aussi contribué à des émissions radiophoniques consacrées à Jean-Sébastien Bach, notamment, dont il admirait beaucoup la musique. Et donc peut-être que cette proximité avec Gilbert Ami s'explique aussi par cette passion dans laquelle il s'est beaucoup abîmé vers la fin de sa vie pour la musique, parce qu'au-delà de sa passion pour la musique classique, il s'intéressait beaucoup à la mouvance bruitiste. Il écoutait par exemple Yanis Xenakis. Donc j'imagine que la connivence intellectuelle entre lui et Gilbert Ami a dû être considérable, et que cela explique sans doute qu'une amitié soit née, et que Gilbert Ami était présent jusqu'au dernier moment. Mais effectivement, pour ce qui concerne plus largement le monde du cinéma, Clouzot avait aussi fait les frais au moment de La vérité et des espions d'une campagne de dénigrement de la part de la nouvelle garde cinématographique qui avait besoin de se faire une place, et qui l'a faite aussi en écrasant les aînés et parfois en ne reconnaissant pas ce que ces cinéastes des années 40-50 avaient défriché comme sujet, comme invention formelle. Donc voilà, il y a tout cela qui se joue au moment de la mort d'Henri-Georges Clouzot, et qu'heureusement conjure depuis quelques années la redécouverte de son œuvre. Oui, tout à fait. Merci Chloé Follins de votre présence et d'avoir répondu à toutes ces questions de nerd finalement, ni plus ni moins, de nerd d'Henri-Georges Clouzot. Je vous souhaite une bonne continuation. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut peut-être suivre ce que vous faites, ou alors ça n'a pas vraiment de... Je ne sais pas du tout si vous avez par exemple un compte Instagram, ou peut-être des luttes comme à l'image de celle du cinéma à la clé auxquelles vous participez. Et bien précisément, alors
sur thèse.fr, vous pouvez retrouver l'abstract de mon doctorat en cours d'écriture, mais il faudra probablement attendre un moment avant de le retrouver dans les bacs. Par contre, la lutte pour le cinéma à la clé donc, continue. On tente aujourd'hui de racheter le cinéma pour pouvoir y mettre en œuvre de façon légale ce que l'on a fait pendant 2 ans et demi, c'est-à-dire une programmation collective, éclectique de films de tout genre et formats qui ont en commun d'être peu visibles, d'être fragilisés par l'état actuel du marché, des documentaires, des films de jeunes auteurs, des films militants, tout cela dans l'idée d'un festival permanent avec l'accompagnement fréquent de professionnels, d'universitaires et l'idée que la salle n'est pas un lieu de consommation des œuvres mais bien de sociabilité, de rencontres, d'échanges, de découvertes. Donc on essaie aujourd'hui de racheter le cinéma via un fonds de dotation qui permettrait d'en faire un lieu en propriété d'usage, c'est-à-dire un lieu rendu à celles et ceux qui s'en occupent et non pas livré au désir d'un propriétaire privé. Ça s'appelle Cinéma Revival, donc voilà, vous pouvez suivre la clé Revival sur tous les réseaux sociaux, voir ce que l'on fait, venir aux événements. C'est une lutte qui me tient à cœur précisément parce qu'elle permet de rencontrer des œuvres oubliées, comme elles le sont moins aujourd'hui, mais celles d'Henri-Georges Clouzot, les films de Karajan, par exemple. Avec Karajan, il y aurait trouvé une place. Ouais. Et qu'elle permet de le faire en fonction des moyens de chacun et de chacune, puisque toutes les séances étaient à prix libre. D'accord. Et est-ce que vous avez, je vais peut-être dire un gros mot, mais pour cette lutte-là, un fonds participatif, je veux dire quelque chose où on peut, un crowdfunding par exemple ? Oui, exactement. En fait, c'est Cinéma Revival, donc le fonds de dotation qui vise à racheter la clé. L'idée, c'est de tabler à la fois sur du mécénat, sur des subventions publiques, puisque les collectivités s'intéressent aujourd'hui au projet, sur du prêt bancaire, mais aussi sur les dons des particuliers et des particulières, quel que soit le montant. Ça compte parce que ça montre que c'est un projet qui est suivi, que c'est un lieu de vie qui mêle diffusion, discussion, création, qui manque aujourd'hui peut-être dans le paysage cinématographique parisien en tout cas. Et donc vous pouvez tout à fait contribuer donc, sur cinémarevival.com ou fr. J'ai un doute. Vous tapez Cinéma Revival dans Google ou votre moteur de recherche de préférence et vous trouverez certainement le site pour pouvoir participer. Exactement. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à vous. Ça y est, cette fois c'est terminé. Cet épisode clôt cette première saison de Ciné Essentiel. J'espère que l'exploration de la carrière de ce maître absolu qu'était Henri-Georges Clouzot vous aura plu. Si c'est le cas et que vous vivez à Bordeaux ou aux alentours, je vous donne rendez-vous le lundi 29 août prochain à 20h15 au cinéma Utopia pour une séance spéciale puisque nous projetterons Le Corbeau, deuxième film de Clouzot, avec une petite présentation préparée par mes soins et un débat après le film que j'animerai aussi. C'est une occasion unique de venir découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre sur grand écran et de parler un peu du film et de la période spéciale qu'il a vu naître. Je vous attends nombreux. Ciné Essentiel pour le moment, c'est terminé. Il y a des choses qui se préparent et qui se discutent, mais je vous garde la surprise pour plus tard. Et en attendant, reprise de nos programmes normaux le 7 septembre avec un épisode de rentrée de Cinécure classique. Bonne fin d'été à tous et à très bientôt.